On est bien conscient de ce qui se passe dans le transport routier entre Douala et Bangui, entre Yaoundé et Libreville. Ce n'est pas toujours évident de circuler, autant pour les hommes que pour les biens. Il a donc été mis sur pied ce qu'on appelle Observatoire régional des pratiques anormales sur les principaux corridors de l'Afrique centrale. C'est un outil qui permet justement de rendre normale la circulation sur les principaux axes. Et nous avons la possibilité d'échanger avec le directeur général de l'ICA. L'ICA, c'est l'Institut sous-régional des statistiques et d'économie appliquée. C'est au sein de cet institut qu'est basé le projet en question. Merci beaucoup, monsieur le directeur général, de nous accueillir. On voudrait bien comprendre, le projet, on dit il est financé dans le cadre du programme d'appui à la gouvernance des infrastructures régionales et nationales en Afrique centrale. Il est financé par l'Union européenne, mais on voudrait comprendre, c'est quoi cet outil? Alors, je vais d'abord vous dire que les pays de la CEMAC, comme vous le savez, parmi les 6 pays de la CEMAC, il y a 2 pays qui n'ont pas accès à la mer. Et donc, ces pays, pour leur approvisionnement ou pour l'exportation de leurs matières premières ou de biens qu'ils veulent vendre à l'extérieur, en dehors de cette zone, il va falloir utiliser le port de Douala ou le port de Kribi ou encore le port de Pointe-Noire. Et donc, les 2 pays-là, c'est la République centrafricaine et le Tchad. Alors, par rapport à cela, il y avait eu des conventions qui ont été signées pour faciliter ces échanges commerciaux. Et vous êtes aussi bien informé que dans notre sous-région, il y a un sérieux problème de libre circulation des personnes et de biens. Et donc, cela n'échappe pas, dans les échanges commerciaux n'échappent pas à ces tracasseries. Et donc, malgré qu'il y a des dispositions qui ont été prises, ça rend beaucoup plus difficile les échanges au niveau de la sous-région. Et donc, il y avait des enquêtes qui ont été menées par la Banque mondiale, par les autres partenaires, par l'Union européenne elle-même. Et donc, on a constaté que le coût de transport au niveau de la sous-région est le plus élevé au monde. Alors, pour remédier à cela, les États de la CEMAC, en collaboration avec l'Union européenne, qui est notre partenaire clé dans ce projet, et dans le cadre de programmes d'appui à la gouvernance des infrastructures routières, donc comme vous venez de le dire, PAGIRN, donc sous le 11e Fonds européen de développement, l'idée a eu lieu de mettre en place un observatoire, c'est-à-dire qu'un outil qui permet non seulement aux États, mais plus précisément à la CEMAC, qui doit être le propriétaire de cet outil-là, de faire usage de sorte que toutes les données concernant les pratiques anormales soient relevées à temps réel et surtout à des périodicités régulières pour permettre à ce que les décideurs puissent prendre les mesures appropriées pour éradiquer totalement les pratiques anormales sur les corridors. Mais c'est très courant de le dire, hein, les pratiques anormales sur les corridors. Qu'est-ce que vous entendez par pratique anormale? Oui, je vais vous donner une définition qui est limitée dans le sens de facilitation des échanges. Une pratique anormale, c'est toute tracasserie causée par un agent de contrôle qui exige des documents non prescrits ou bien qui prélève des frais au-delà de ce qui a été prescrit. Voilà brièvement ce que je peux vous dire concernant la définition de pratique anormale. L'Observatoire des pratiques anormales, c'est depuis quelques mois qu'on en parle. Mais au fond, est-ce qu'il y a eu des actions fortes qui ont été posées? Effectivement, M. Sévérin, nous avons signé en mai 2020 la convention tripartite avec l'Union européenne, l'ICA et surtout l'ordonnateur national de Fonds européen de développement qui est le MINEPAT. À partir de là, une lettre de mission nous a été remise. Et depuis ce jour, nous avons commencé à mener des actions pour effectivement rendre réelles les activités de cet observatoire. Nous avions commencé d'abord par mettre en place une méthodologie de travail. Et dans cette méthodologie, on devrait aller sur le terrain pour voir est-ce que ça cadre bien avec ce que nous allons produire comme résultat. Et donc, un premier déplacement a été fait pour rencontrer les parties prenantes. Nous avons rencontré les différentes représentations de douane au niveau du port autonome de Douala, la douane centrafricaine, la douane tchadienne et la douane camerounaise. Nous nous sommes
informés de ce qui se passe au niveau de bord avant que les cargaisons quittent le port. Et donc, les premiers résultats de cette enquête-là, ça se passe bien, c'est plus compliqué parce que de temps en temps, il y a... Oui, j'en viens, puisque notre projet, disons, notre activité, normalement, devrait commencer au moment où les cargaisons quittent le port autonome de Douala. Mais pour mieux comprendre ce qui se passe, il nous faut nous informer sur ce qui se fait en amont. Et donc, c'est pourquoi nous sommes partis au port autonome de Douala vraiment pour nous informer sur tout ce que nous pouvons avoir là-bas. Je pense bien que d'ici peu, ça fera l'objet encore d'une autre, je dirais, branche de ce projet que nous sommes en train de mener. Donc, je reviens sur votre question tout à l'heure. Nous sommes... Nous avons rencontré les parties prenantes, donc les conducteurs, les transporteurs. Nous avons aussi rencontré les organes qui sont chargés de fret dans la sous-région, c'est-à-dire que le BGFT, le BNFT qui est pour le Tchad et le BARC qui est pour la République centrafricaine. Et donc, nous avons essayé de recueillir toutes les informations auprès de ces partenaires pour vraiment rendre effective notre méthodologie. Et après cela, nous avons mené une enquête pilote. Et donc, cette enquête pilote nous a rassuré que notre méthodologie tient. Et c'est par là que nous avons lancé les enquêtes préliminaires. Et les enquêtes préliminaires, nous avions publié le résultat. C'est ça qui fait le dernier trimestre de 2020. Le dernier trimestre de 2020, nous avons publié. Et donc, tout le long de l'année 2021, nous avons encore publié. Donc, chaque trimestre, nous avons des bulletins trimestriels, nous avons des rapports trimestriels. Et à chaque fin d'année, nous publions le rapport annuel. Et nous le faisons jusqu'aujourd'hui. Il y a beaucoup de résultats qui ont été publiés. Et les parties prenantes sont entrées en possession de ces données. Le tout n'est pas de rassembler des éléments, d'avoir des informations telles que vous les avez. La question la plus fondamentale, c'est de savoir est-ce que les décideurs politiques tiennent compte des résultats de vos enquêtes sur le terrain. Effectivement, les décideurs en tiennent compte puisqu'il y a des recommandations qui sont remontées à leur niveau. J'allais vous dire que pendant tout ce temps, nous organisons aussi des ateliers nationaux et des ateliers régionaux. Et lors de ces ateliers, il y a des recommandations qui remontent au niveau des décideurs. Ce n'est pas pour rien que le gouvernement tchadien avait procédé à un démantèlement des barrières illicites au niveau de corridor Douala-N'Djamena, tout comme le ministère de la Défense au niveau de Cameroun qui avait mené une action d'envergure sur le corridor, tout comme au niveau de la RCA où le gouvernement a mis en place une stratégie de démantèlement de tout ce qui est barrière illicite. C'est à l'issue de ces résultats. Et nous avons, pour votre information, des points focaux qui sont dans chaque État concerné. Et ces points focaux, c'est eux qui servent de relais entre nous, ici, l'organe central de l'OPA et les pays concernés. Et je vais vous dire que ce n'est pas seulement ces deux corridors qui sont concernés par ce projet. Il y a aussi un autre corridor, mais qui est non conventionnel, le corridor Yaoundé-Libreville. Vous savez que sur ce corridor, il y a eu beaucoup d'échanges. Le Cameroun vend tous les produits vivriers au niveau de Libreville. Et donc, le transport de ces marchandises n'échappe pas à des tracasseries. Et donc, ce corridor aussi est dans le projet. Et nous avons commencé les enquêtes sur ce corridor, bien qu'il y avait eu des difficultés liées à la pandémie de Covid parce que les frontières ont été fermées. Et jusque-là, c'est difficile d'envoyer les enquêteurs sans passer beaucoup de temps. Donc, nous sommes en train de voir avec notre point focal au niveau de Libreville pour que les choses puissent aller dans les normes. Monsieur le directeur général, vous l'avez reconnu au début de cet entretien, c'était un programme, c'était un outil qui est financé par l'Union européenne, mais on voudrait comprendre, c'est quel type d'accompagnement que vous apporte l'Union européenne? C'est de l'argent frais, c'est des séminaires, c'est le renforcement des capacités, qu'est-ce que vous faites ensemble? Merci une fois de plus. Comme nous l'avions dit, le financement entier
nous vient de l'Union européenne. Sans l'Union européenne, ce projet n'allait pas voir le jour. Ça allait rester seulement des projets comme les autres qui sont jusqu'à présent, qui ne sont pas jusqu'à présent mis en œuvre. Alors, grâce à l'Union européenne, nous avons reçu un premier décaissement. L'Union européenne nous encadre à partir de la cellule d'appui à l'ordonnateur national qu'on appelle CAO. Et donc, c'est l'occasion pour moi de remercier vivement le coordonnateur, M. Aliou, qui nous a plusieurs fois assistés et avec ses collaborateurs qui nous ont beaucoup soutenus en nous encourageant à aller même quand nous avons des difficultés, ils sont là pour nous appuyer. Et donc, il y a aussi au niveau de l'Union européenne, de la représentation là-bas, il y a la chargée de programme d'infrastructure, je pense, et qui est constamment avec nous depuis la mise en place de ce projet jusque-là. Nous communiquons, je pense, hebdomadairement sur l'avancée du projet. Et voilà, nous pouvons vous dire que nous avons reçu l'appui de l'Union européenne sous toute forme. Donc, sous toute forme, sur le plan financier, sur le plan encadrement, je peux le dire, nous avons reçu l'appui de l'Union européenne et nous ne pouvons que remercier l'Union européenne pour cette disponibilité. Intéressons-nous à l'avenir du projet. Qu'est-ce qui est envisagé? Quelles sont les perspectives? Est-ce qu'il y a des actions vraiment qui peuvent nous rassurer dans ce sens? Si, il y a déjà eu des actions qui peuvent rassurer et nous allons continuer à intensifier. Je peux prendre l'exemple des deux pays, la République centrafricaine et le Cameroun par exemple. À l'heure où je vous parle, un Camerounais peut aller en Centrafrique avec sa carte d'identité nationale, sans qu'on demande un laissez-passer, tout comme sans qu'on demande un passeport, mais il peut aller avec sa carte d'identité nationale, moyennant une présentation au niveau des polices de frontières. Donc ça, c'est déjà des avancées. Et nous continuons à faire notre travail surtout, puisque jusque-là, présentement, je préfère vous dire que notre projet ne concerne que les marchandises en transit jusque-là. Et donc, il va y avoir peut-être dans l'avenir, si les moyens seront fournis par les États, seront trouvés par les États, on pourra élargir le champ de ce projet pour nous occuper maintenant de tout ce qui est transport sur les différents corridors, les échanges commerciaux entre les deux États. Vous savez que parfois, quand on importe des véhicules, par exemple pour aller en N'Djamena, ces véhicules-là subissent des tracasseries en cours de route. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de suivi jusque-là que les données ne sont pas publiées. Mais pour nous, dans notre cas, après avoir fini ce volet, nous allons peut-être élargir et regarder les autres aspects de pratiques anormales sur les corridors. Donc, nous allons continuer à intensifier nos actions, à publier les résultats que nous avons et à aussi organiser des ateliers pour informer les décideurs à chaque fois et aussi procéder pourquoi pas, à des descentes sur terrain avec avec les décideurs. Je vous informe qu'au niveau de la communauté, présentement, grâce au travail que nous avons pu faire, la communauté décide de mettre en place des brigades pour traquer les auteurs de pratiques anormales sur les différents corridors. Ça, c'est aussi une avancée. Et nous soutenons vivement ce projet de mise en place des brigades qui a déjà été validé par le Conseil des ministres de l'Union économique d'Afrique centrale. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Et nous allons organiser aussi, toujours publier nos résultats, les bulletins qui vont sortir, et organiser des ateliers tant régionaux que nationaux. Si nos informations sont exactes, votre mandat est arrivé à terme depuis la fin de l'année 2022. J'imagine que dans ce travail de promotion d'une meilleure intégration dans la sous-région, la zone de la CEMAC, il y a certainement un fait qui vous a marqué. Bien évidemment. Beaucoup de choses m'ont marqué. D'abord, je veux dire que quand je n'étais pas encore arrivé au Cameroun, les informations que j'avais du Cameroun m'avaient fait peur. Mais au moment où je suis arrivé au Cameroun, je me dis, mais pourquoi est-ce que les gens ne voulaient pas que je vienne au Cameroun? Un pays d'hospitalité légendaire, je dirais.
Et j'ai trouvé une famille au Cameroun, tout le monde. Et je sais qu'au Cameroun, quand tu vis, tu respectes les textes, tu vis comme un Camerounais, il n'y a pas de débat à ce niveau. Sauf si tu fais autre chose. Voilà, ben, comme moi, je n'ai pas fait autre chose, voilà, je reste dans les normes, je vis comme un Camerounais. Je sors à n'importe quelle heure, je fais mes courses. Aussi, j'ai été tellement marqué par la collaboration que j'ai avec ceux qui sont dans ce projet. Hein. Aujourd'hui, si je prends mon téléphone, j'appelle, on me décroche et on traite le problème à temps réel. Je prends un exemple. Il y avait un enquêteur qui a eu un problème, je pense au niveau des frontières. Et d'ici, j'ai appelé le commissaire de frontières au niveau Cameroun. Il m'a pris, il a trouvé une solution rapide. Je voulais le remercier aussi pour cette action qu'il a faite. Au niveau de Centrafrique, même chose. Au niveau de N'Djamena, même chose. Et donc, il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué. Je ne peux pas tout citer. Mais ça, c'est des faits qui sont très, très marquants. L'hospitalité au niveau de Cameroun, la facilité de collaborer pour tous ceux qui travaillent dans le cadre de projet. Ça a été un truc vraiment remarquable. Et aussi, je voudrais, sans ignorer la disponibilité surtout du coordonnateur de Caen qui nous reçoit, qui, malgré ses agendas... Pardon ? La cellule. Oui, la cellule, oui, c'est ça, le coordonnateur de la cellule d'appui à l'ordonnateur national à Caen, donc qui est vraiment très disponible à nous encadrer, à nous accompagner dans le cadre de ce projet. Et je ne peux pas terminer sans dire un grand merci à Monsieur l'ambassadeur, son Excellence Van Damme, qui toutefois répond à nos préoccupations à travers ses collaborateurs. Donc il a été personnellement à la télé que nous avons organisée l'année dernière. Il a pris part, il a fait un discours, c'était merveilleux. Donc merci une fois de plus pour ces accompagnements. Monsieur le directeur général, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci. Merci pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Séverin, pour votre courtoisie. Vous êtes venu malgré que toute cette journée vous avez passé au palais pour les vœux au président de la République. Malgré que vous n'avez pas encore eu le temps de vous reposer, vous êtes là. Je ne peux que vous dire merci. Nous parlions au directeur général de l'ICA. C'est dans le cadre d'un projet qui a consisté à mettre en place un observatoire pour pouvoir contourner les difficultés que nous avons sur les principaux corridors en Afrique centrale. Quand vous voulez circuler, vous avez des marchandises partant de Douala à Bangui, c'est parfois difficile. On a bien voulu faire le bilan des activités de cet outil qui permet une meilleure intégration en Afrique centrale. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.